Et je vous souhaite la bienvenue pour la première conférence de presse du Comité national de l'OGBL de cette année. Et je vous dis un grand merci d'être venu. Maintenant, c'est drôle si c'est aujourd'hui que cela se déroule, mais c'est aujourd'hui que le Comité national a commencé avec la nouvelle qu'une tranche indiciaire sera déclenchée en février. Pour nous, c'était une confirmation. Bon, on l'avait annoncé pour février ou mars, mais quand même, nous avons appris par la presse ce matin que c'est au mois de février que cette tranche sera déclenchée. Et c'est tant mieux pour nous, comme vous le savez. Et au comité national de ce matin, nous avons encore une fois récapitulé tout ce qui s'est passé dans la question de l'index. Et nous sommes contents de pouvoir dire que c'est notre organisation qui a fait que cela se déroule normalement et que nous allons tous recevoir cette tranche qui sera payée normalement. Et donc nous allons refaire la même chose. Et il faut savoir que tous les acteurs qui ont signé l'accord de la tripartite en mars de l'année passée, si cet accord était encore en vigueur, alors il n'y aurait pas eu l'échéance de cette tranche. C'est aussi un fait. Donc la tranche, vous l'auriez eu beaucoup plus tard parce que cet accord a prévu qu'entre deux tranches indiciaires, il devait y avoir une période de 12 mois et nous avions eu l'échéancier du mois d'avril pour une première tranche. Maintenant, vous vous en rappelez, je ne vais pas faire tout l'historique, mais vous vous rappelez que l'OGBL n'avait pas signé cet accord. Et nous n'étions pas d'accord, et c'est notre ligne rouge, et cela va rester notre ligne rouge. Donc nous profitons de l'occasion pour le rappeler et pour préciser aussi pour les temps qui nous attendent. Nous savons que nous allons encore avoir de nombreuses attaques qui nous attendent. Nous en sommes conscients. Et nous avons dit non au mois de mars. Pour nous, il n'y a aucun report de l'index, c'est hors de question. Et nous n'avons pas signé l'accord et par la suite, nous avons fait opposition. C'est-à-dire que pendant toute une année, nous avons rappelé dans le courant de l'année que pour nous, ce n'était pas acceptable. Nous l'avons dit à la table de négociation, nous l'avons fait dans la rue, nous l'avons fait dans la presse, face au grand public. Nous avons opté pour cette solution avec succès. Et au mois de septembre, il y a eu un nouvel accord de la tripartite qui a rendu caduc celui du mois de mars. Et alors le mécanisme a été rétabli normalement. Et l'opposition du plus grand, grâce à l'opposition du plus grand syndicat du pays et grâce à l'opposition des militants de l'OGBL, sinon on n'aurait pas pu trouver cet accord au mois de septembre. Et donc pour nous, c'est un moment très important. Et cela vaut toujours le coup de faire opposition et de s'engager dans l'intérêt des salariés, de leurs familles et des retraités. C'est une nécessité. Et aussi pour les relations de force d'une société, il faut toujours le rappeler, de tels acquis sociaux peuvent rapidement être menacés. Et donc, maintenant, nous sommes contents d'avoir retrouvé le système normal, cette tranche du mois d'avril. Je vous le rappelle, elle viendra à échéance par leur propre faute, parce que c'est la tranche qui aurait dû être payée l'année passée, au mois d'avril, et qui a seulement été reportée. Et pour cette raison, il y aura donc aussi une tranche au mois d'avril. Et puis, pour rappel, cela va rester la position de l'OGBL aussi dans les mois à venir. Et nous avons été confirmés et maintenant nous allons de nouveau sans doute retrouver les discussions autour du système, autour du mécanisme de notre système de l'indice. Nous refusons cette discussion qui est devenue pénible. Lorsqu'il n'y a pas de tranche indiciaire, personne n'en parle, mais s'il y a des tranches, ça pose apparemment problème et tout le monde s'y attaque. En fait,
À partir de fin 2021, nous avons vécu ces attaques. Donc pour nous, ce n'était pas une énorme surprise. Il y a eu ces attaques parce qu'ils ont préparé le terrain. Par la suite, il y a eu la tripartite où une manipulation a été faite, une manipulation de l'index. Puis il y a eu la tripartite du mois de septembre où tout est redevenu normal. Puis les attaques ont quand même continué. Nous voyons tout cela et nous allons continuer à faire opposition. L'OCDE est aussi revenu à charge pour s'attaquer à notre index. Cela non plus, cela n'a rien de nouveau. L'OCDE n'est pas connue comme étant favorable aux organisations salariales et on retrouve chaque année les mêmes attaques et puis il y a eu des enquêtes qui ont été faites de part et d'autre où on a demandé des échantillons pour savoir ce que les gens pensent de l'index et aussi une enquête auprès des politiciens. Tout cela pour dire que, bon, pour nous, le mécanisme doit être maintenu tel qu'il fonctionne actuellement et nous n'acceptons aucune manipulation, ni un report des tranches, ni une quelconque manipulation du panier de la ménagère. C'était la première attaque qui est venue parce qu'on voulait manipuler les produits énergétiques dans le panier de la ménagère. Si on l'avait fait, où en serions-nous? Ni un plafonnement de l'index, là aussi, vous connaissez notre position. Tout cela, en fait, ce serait le début de la fin du système. Et avec l'OGBL, cela ne va pas être possible. Nous allons continuer à nous battre et en février, en avril et par la suite, nous allons toujours rappeler que nous défendons l'index et permettez-moi encore un mot sur le plafonnement de l'index. Cela aussi, bon, c'est pénible quelque part de devoir constamment le rappeler. L'index n'est pas pour créer une justice sociale. On doit l'introduire par d'autres moyens. Surtout aussi avec la question fiscale et la question de l'index plafonné. En fait, pour nous, ce n'est que une discussion qu'on lance pour, en fait, s'attaquer au système en lui-même. Et il faut savoir aussi que nous n'acceptons aucune discussion autour d'un plafonnement de l'index. Et pour parler d'une redistribution juste, c'est faux. Il faut savoir aussi que cela a un impact sur l'évolution du salaire minimum. Et en fait, ce n'est pas acceptable qu'on essaye de créer des différences entre les faibles salaires, les salaires moyens et les gros salaires, plutôt que de poser la question d'une distribution juste ou d'une équité sociale. Et ce n'est pas l'index qui va s'en occuper. Cela n'est pas nouveau, cela confirme notre position. Et en fait, pour nous, ce n'est aucune discussion. Et si on mène cette discussion, nous participons à cette discussion et nous n'allons certainement pas lâcher. Et la deuxième grande nouvelle de ce matin, c'était l'information que nous avons reçue hier de la part de la ministre des Finances. Et là aussi, nous avons été surpris avec un communiqué de presse qui nous a dit que la ministre des Finances dit maintenant ce que l'OGBL a toujours dit pendant les deux tripartites, à savoir que les finances publiques sont meilleures qu'on ne le présente. Et donc, il y avait un pessimisme chronique dans la présentation du budget. Et ces nouvelles étaient fausses. Nous l'avons toujours souligné et répété dans les deux tripartites. Et aujourd'hui, nous voyons que le ministère dit « Nous ne sommes plus dans une situation de crise. Bon, nous pouvons faire quelque chose. » Et ce que nous avons toujours rappelé, d'ailleurs, nous avons aussi constamment rappelé que, mis à part le fait que nous ne tenons pas forcément à la limite des 30% de dette, mais nous sommes encore loin de ces 30%. Et cela s'est confirmé aujourd'hui
d'après les informations du gouvernement. Donc la dette est moins élevée qu'on ne l'avait craint, même par rapport au budget public, et cela ne fait pas si longtemps, donc c'est beaucoup moins important qu'au moment où nous étions dans les discussions de la tripartite, et où on a voulu voir ce qu'on pouvait encore faire pour les entreprises, pour les salariés et les retraités. Donc tout cela confirme notre estimation par rapport aux marges qui nous permettent de faire quelque chose, et d'après ce que nous avons toujours exigé, nous voulions des aides supplémentaires pour les ménages, pour les salariés, pour les retraités, pour combattre la perte du pouvoir d'achat qui nous concerne tous, et surtout, évidemment, les classes de revenus inférieurs et les classes moyennes. Et nous l'avons toujours dit, depuis l'année passée au mois de mars, au mois de septembre, nous l'avons dit, maintenant ça se confirme. Et maintenant, nous parlons de ce que le gouvernement propose de faire. Et là, ça commence à nous déplaire parce que autour de la question de la politique fiscale, il y a beaucoup de mensonges qui circulent et on fausse un peu la vérité. Tout d'abord, on dit toujours que nous avons une politique fiscale juste. Nous savons que ce n'est pas vrai, surtout en raison de l'importance des recettes sur les impôts des personnes physiques. Nous voyons que ce sont les salariés qui payent le plus d'impôts et qui ont connu les plus grandes augmentations des impôts. Et maintenant, on parle d'allègements fiscaux, et cela aussi, il faut le placer dans un contexte précis. Ce qui est proposé ici, ce n'est rien de définitif. Bon, on dit que nous avons besoin d'une décision provisoire pour dépenser 500 millions d'euros pour des allègements fiscaux. C'est quoi? Eh bien, ce n'est rien d'autre que ce que les gens ont dû payer en trop en raison des augmentations des impôts pendant ce mandat. Et maintenant, l'OGBL rappelle depuis longtemps une revendication de l'adaptation du barème à l'inflation. Et nous savons que le phénomène de la progression froide a entraîné des augmentations fiscales, et en même temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation fiscale, mais des allègements fiscaux. Et pour nous, c'est inacceptable de le dire. Il faut appeler les choses par leur nom. Et alors, nous disons que nous récupérons une partie de ce que nous avons payé en trop. Donc, ce n'est qu'une légère compensation. C'est difficile à chiffrer. En fait, maintenant, nous avons nous-mêmes financé tout cela avec le phénomène de la progression froide jusqu'à la fin de cette année. Quand la troisième tranche viendra à échéance, nous aurons vécu à 8 reprises des augmentations fiscales. Donc ce gouvernement aura réalisé 8 augmentations fiscales, et il faut les appeler par leur nom. Tandis que d'un autre côté, l'impôt pour les entreprises a diminué, et là, ils n'ont pas posé la question de savoir combien cela coûte. Ils n'ont pas dit que c'était provisoire, non. Ils n'ont pas dit qu'on va d'abord faire un bilan pour voir comment on va continuer. Donc nous avons eu 8 augmentations fiscales à la fin de cette année, et alors nous arrivons à un plus d'impôts que les gens ont payé qui s'élève à 21,8% pour un salaire moyen. Et c'est beaucoup. Et cela représente une énorme somme dans le porte-monnaie des gens. Et pour parler de l'index et de la question du pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui est important. Et nous avons besoin d'un maintien du pouvoir d'achat. Et la politique et le patronat ont aussi besoin du maintien du pouvoir d'achat. Et pour parler du pouvoir d'achat, alors ce n'est pas important, ce qui se retrouve comme brut sur la fiche de salaire, mais c'est ce qu'on a en poche à la fin du mois. Et donc, si le salaire net perd en valeur par rapport au brut, alors nous ne pouvons plus parler d'une compensation de la perte du pouvoir d'achat. Là aussi, pour une tranche indiciaire, pour un salaire moyen de 5 000 euros, on ne garde que 1,7% des 2,5%. Donc c'est une différence de 200 euros par mois.
Et si on prend toute l'année 2023 dans cette phase, alors cela montre à quel point on a perdu au niveau du salaire net. Et c'est beaucoup d'argent, et je parle de manière consciente du salaire moyen, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec des salaires élevés, ce sont ceux qui gagnent le plus avec une adaptation du salaire moyen, mais c'est pour les salaires moyens que les pertes sont les plus massives. Là, nous arrivons à des sommes de 200 € si on prend en considération les 8 augmentations fiscales. Et il faut le dire à voix haute, si nous parlons maintenant d'allègements fiscaux, ce n'est pas honnête et ce n'est pas transparent. Et c'est important de le dire parce que souvent, nous demandons à Mme Paquès de chiffrer tout cela, de chiffrer ce qu'est l'impact de la progression froide sur la masse salariale et sur les impôts. Qu'est-ce que cela représente par augmentation fiscale? Et là, nous allons arriver à des milliards de recettes. Donc, il y aura plus de recettes que de pertes. Et un dernier point sur les crédits fiscaux, pour savoir si c'est une question de barème fiscal qui devrait être adapté. Donc nous avons tous compris, il n'y aura pas de réforme fiscale, parce qu'on ne parle toujours que de solutions temporaires. Alors il faut se demander, si nous introduisons un crédit d'impôt maintenant, alors avec la prochaine tranche indiciaire, il va de nouveau perdre en valeur. Et alors, il reste une revendication de l'OGBL, à savoir que les crédits d'impôt soient adaptés à l'inflation, parce que là aussi, il y a une perte de valeur constante avec chaque tranche indiciaire. Et pour cette raison, ce n'est pas le bon moyen de dire maintenant qu'on va procéder à des allègements fiscaux ponctuels, mais il faut chercher une solution pour savoir comment le vol net de l'index qui se déroule depuis 2017 puisse enfin être supprimé de manière directe. Et c'est le plus important, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est le message le plus important du comité national de ce matin. Nous n'avons pas une liste de vœux pour les programmes électoraux, non. Il y a d'autres pistes à découvrir. Il y aura donc des élections parlementaires. Et aujourd'hui, c'est le moment où il faut placer les accents et où il faut proposer quelque chose qui est inacceptable pour nous sous cette forme. Ils ne veulent pas parler de l'adaptation du barème, et nous sommes ouverts pour mener la discussion pour savoir comment nous pouvons aller dans cette direction. Je vous ai cité les chiffres qu'on doit envisager, et là, on ne peut pas vraiment parler d'un crédit d'impôt qui, dès la prochaine tranche, va de nouveau correspondre à une perte du pouvoir d'achat. C'est important de le dire. Bon, ces fautes ont été commises, et finalement, tout cela n'était rien d'autre qu'une adaptation pour la progression froide qui se déroule depuis 2016. Et là, l'OGBL a déjà dit qu'une adaptation du barème n'a jamais eu lieu. On a continué à augmenter les pertes du pouvoir d'achat chaque année. Voilà, et ce sera sans doute un des principaux sujets de l'OGBL. Et nous sommes en phase préélectorale, et bon, nous ne sommes pas encore dans les programmes électoraux. Là aussi, nous allons évidemment définir nos priorités politiques. Nous allons contacter les partis et nous allons leur dire ce à quoi nous nous attendons. Nous allons vérifier les programmes électoraux par rapport aux différents sujets, et aussi par rapport au positionnement des partis, par rapport aux priorités politiques. Et
Là aussi, nous sommes dans le domaine où on se pose des questions par rapport à ce qui peut se passer maintenant et à l'avenir avec toute la question autour du droit du travail. C'est le troisième grand sujet duquel nous avons parlé ce matin, à savoir que, bon, c'est un sujet important parce qu'il a été avancé autour du droit du travail, de l'organisation du travail, mais c'est beaucoup plus que cela, il faut le savoir. Nous avons des sujets comme la réforme des plans sociaux, la réforme des plans de maintien dans l'emploi, la réforme de la loi sur les faillites, la réforme de la loi sur les formations continues, le droit à la formation continue, la réforme du droit du travail en général qui doit être adapté aux changements de structure dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ce qui est aussi important pour nous, c'est la réforme de la loi sur les conventions collectives. Tout cela sonne un peu comme le catalogue de revendications de l'OGBL, mais c'est le programme de coalition de ce gouvernement. Et rien de plus, mais rien n'a été concrétisé, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable et il n'y a rien sur la voie hiérarchique dont on pourrait dire qu'on a travaillé sur le sujet. Et ce qui est surtout triste à nos yeux, c'est qu'on n'a vraiment rien fait ou discuté dans les organes de la tripartite ou dans le comité permanent du travail et de l'emploi. C'est à ce niveau qu'il faudrait discuter de tous ces sujets. Et la loi dit qu'il devrait y avoir 3 réunions par année, mais il n'y en a pas eu. Et il y en a beaucoup où aucun des sujets importants ne sont discutés. Et donc, nous faisons du surplace au niveau des réformes et c'est tellement important. Évidemment, pour un syndicat, c'est un des éléments les plus importants. Là, nous sommes au centre de nos activités avec les conditions de travail des salariés. Et là, nous avons énormément de retard, un droit du travail anachronique qui doit être réformé sur de nombreux points. Et nous étions heureux du programme de coalition, mais pas évidemment du fait qu'on n'a rien mis en pratique. Et puis, je conclus avec ce sujet parce que tout le monde en parle. C'est une partie du droit du travail, à savoir le temps de travail. Là aussi, nous en avons discuté ce matin au comité national et il faut dire que c'est un peu regrettable que nous soyons maintenant que nous parlions d'études qui sont faites actuellement pour voir combien d'heures sont travaillées parce que le temps de travail, ce n'est rien que l'on puisse découvrir dans une étude scientifique, il faut le savoir. Toutes les discussions autour du temps de travail que nous avons eues dans notre histoire, là, c'était toujours clair qu'il y avait des positions diamétralement opposées entre les syndicats et les patrons. C'était un grand classique avec de grandes différences entre les positions des salariés et de leurs patrons. En fait, aussi longtemps que le capitalisme existe, il va y avoir des positions diamétralement opposées. C'était toujours le cas et cela va toujours être le cas. Il faut savoir que cela ne suffit pas de dire qu'on va réaliser une étude et qu'on va trouver une solution. Donc là aussi, nous sommes d'avis qu'il faut discuter dans un dialogue social, qu'il faut bien préparer. Et pour nous, c'est très important de ne pas prendre un tel sujet à la légère. Et nous le voyons maintenant avec tous les débats qui se déroulent. Et dans des interviews, on nous demande ce que nous en pensons, l'UEL aussi, pour savoir quelle est leur position. Et nous voyons à quel point les positions sont diamétralement opposées. Et en plus, nous voyons tout ce qui nous attend dans le contexte de la réforme des conventions collectives et toutes les autres discussions nécessaires. Là, nous sommes d'avis qu'il faut les aborder de manière sérieuse dans le dialogue social. Et il faut donc avoir des discussions préparées et n'avoir pas trop une approche spontanée. C'est dans la nature du droit du travail qu'il faut protéger les salariés.
Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a beaucoup de retard à combler. Et ce sont certainement là des choses auxquelles on pourrait s'attaquer aujourd'hui, mais nous nous adressons aux partis pour en parler dans leurs programmes électoraux, mais on a perdu beaucoup de temps et le moment serait venu pour faire quelque chose dans l'intérêt des salariés par rapport à ces sujets. Et d'ailleurs, nous l'avons dit plusieurs fois, on ne peut pas mener une discussion sur le temps du travail qui serait découplé des conventions collectives, parce que là, il y a un lien étroit, et pour cela, il nous faut des conventions, un domaine des conventions collectives renforcées, et on a totalement négligé cela récemment. Et c'était un peu, du point de vue politique, les sujets les plus importants desquels le comité national s'est occupé ce matin. Nous avons clôturé avec une série de questions sur la situation dans les entreprises où il y a des négociations de conventions collectives qui ne sont pas encore sur le point d'être signées. Et puis nous avons encore discuté de notre budget. Nous avons aussi parlé des préparations de notre fête du 1er mai. Et je peux vous dire que nous aurons une fête du 1er mai. Et ce sera le 1er mai où nous allons essayer de prononcer un discours politique du 1er mai et aussi organiser une fête à Neumünster, mais les détails vont suivre. Et nous avons bien organisé tout cela et fêter en commun et aussi nous positionner en commun et non seulement en parler. Et c'est aussi très important. Et bon, nous avons discuté de tout cela et puis nous avons encore fait le point sur le fait que la plupart de nos collègues ont parallèlement participé à une manifestation à Metz. Nous n'avons pas pu nous déplacer nous-mêmes en raison de la conférence de presse, mais nous sommes avec eux sur toute la ligne et nous faisons preuve de solidarité avec nos collègues syndicalistes français dans leur lutte pour leur pension. Nous sommes totalement derrière eux et nous serons solidaires sur toute la ligne. Nous avons déjà participé la semaine passée, nous sommes présents cette semaine-ci et nous allons participer à ce match jusqu'au bout. Et nous sommes heureux qu'ils fassent opposition et nous sommes confiants. C'est important parce que nous ne sommes pas ici sur une île. Nous avons de nombreux frontaliers qui travaillent chez nous, aussi des gens qui vivent dans une famille dont un des parents travaille à France, l'autre à Luxembourg. Nous avons des carrières mixtes et donc nos salariés, nos membres sont aussi concernés, mais nous sommes aussi concernés parce que ce que Macron et son gouvernement décident vont aussi avoir un impact sur nous. Et c'est important de montrer que nous n'acceptons pas tout cela et nous sommes contents de pouvoir massivement participer à cette action. Et je pense que j'ai bien fait le tour. Il reste à annoncer quelques dates. Bon, l'OGBL va, comme depuis des années, jouer un rôle actif dans quelques organisations de femmes. Lorsqu'il y aura des manifestations fin mars, des détails vont suivre. C'est une collaboration avec d'autres associations et de toute façon, nous sommes actifs et nous soutenons cela de plein cœur. Et l'OGBL va aussi lancer de petites actions autour de ce mois de mars avec des présentations de films. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser. Voilà, pour le 8 mars. D'autres dates encore, d'autres événements. Mais bon, je pense que
C'était le plus important pour ce que nous avons discuté et décidé ce matin.